L'Europe pourrait découvrir trop tard que la révolution ne vient ni de Berlin, ni de Washington, mais des plateaux poussiéreux où Pékin teste en silence une machine capable de redéfinir le champ de bataille. Pendant que les armées européennes modernisent leurs léopards et que les États-Unis perfectionnent leurs Abrams, la Chine ne se contente plus d'améliorer un blindé existant. Elle prépare une rupture. Et cette rupture commence bien avant les rumeurs sur un mystérieux char hybride. Pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui, il faut revenir plusieurs décennies en arrière, à une époque où la Chine cherchait encore à rattraper les standards occidentaux. Dans les années 70, Pékin lance des travaux visant à concevoir un char capable de rivaliser avec les modèles occidentaux modernes. Les projets expérimentaux WZ-122-4 et WZ-122-6 servent de laboratoire technologique. Ils permettent d'explorer de nouvelles solutions en matière de blindage et de propulsion, mais restent limités. Toutefois, ils ouvrent la voie à une plateforme qui deviendra centrale dans la transformation des forces blindées chinoises. Cette plateforme, c'est le Type 99. Sa production débute en 1998 et en 1999, le char apparaît publiquement lors d'un défilé militaire à Pékin. Ce n'est pas seulement une démonstration de puissance, c'est un message stratégique. La Chine montre qu'elle est désormais capable de concevoir un char principal de bataille qui ne copie plus simplement des modèles étrangers, mais affirme une identité technologique propre. Le Type 99 se distingue immédiatement par sa tourelle soudée à forme angulaire et son blindage modulaire renforcé. Avec une masse dépassant 50 tonnes, il est propulsé par un moteur diesel développant environ 1500 chevaux. Le rapport puissance-poids approche 28 chevaux par tonne, offrant une mobilité remarquable pour un véhicule de cette catégorie. Sur route, la vitesse maximale peut atteindre environ 80 km/h. Ce niveau de performance place le blindé dans la même catégorie que les principaux chars occidentaux de son époque. Son armement principal repose sur un canon de calibre 125 mm équipé d'un chargeur automatique capable de contenir 22 obus, avec une dotation totale d'environ 41 projectiles. Le système permet également le tir de missiles anti-chars guidés à travers le tube, étendant la portée effective d'engagement. Ce détail change la logique tactique, car le char n'est plus limité aux distances classiques de combat direct. Mais la véritable accélération technologique intervient avec l'apparition du Type 99A, dont la production commence en 2011. La tourelle adopte une géométrie revue, le blindage réactif est amélioré et le système de conduite de tir connaît une modernisation profonde. Une caméra thermique de 3e génération, un calculateur balistique avancé et un viseur panoramique indépendant pour le chef de char permettent le mode Hunter-Killer. Concrètement, cela signifie que le commandant peut identifier une nouvelle cible pendant que le tireur engage la précédente. Sur un champ de bataille moderne, cette capacité réduit drastiquement le temps de réaction et augmente la létalité en mouvement. Les données diffusées par des centres de recherche chinois indiquent qu'en tir en mouvement, la probabilité d'atteinte peut dépasser 80%. Cela transforme la manœuvre blindée. Le char n'est plus obligé de s'arrêter pour garantir la précision. Il peut maintenir la pression tout en avançant. Cependant, l'évolution ne s'arrête pas à la puissance de feu. Des photographies plus récentes révèlent l'installation de radars aux angles de la tourelle. Ces capteurs sont associés à un système de protection active de type Hard Kill, connu sous le nom de GL6. Le principe est simple mais radical. Plutôt que de subir l'impact, le système détecte un projectile anti-char approchant et lance une contre-charge capable de le détruire avant qu'il n'atteigne le blindage. Ce passage d'une protection passive à une défense active place le Type 99A dans la même catégorie technologique que les chars les plus avancés au monde. Dans un contexte où les conflits récents ont démontré la vulnérabilité des blindés face aux drones et aux munitions rôdeuses, cette couche de protection devient essentielle. L'épaisseur d'acier ne suffit plus. Il faut détecter, perturber et neutraliser avant l'impact. C'est précisément à ce point que la question énergétique devient centrale. Les systèmes de protection active, les radars millimétriques, les capteurs infrarouges et les réseaux de communication numérique consomment une quantité considérable d'énergie. Dans un char classique, la majorité de la puissance du moteur est consacrée à la mobilité mécanique. Les marges disponibles pour alimenter des équipements supplémentaires sont limitées. Or,
les nouvelles ambitions chinoises dépassent la simple modernisation. Des sources chinoises évoquent désormais des essais d'une plateforme blindée hybride combinant moteur diesel, propulsion électrique et batterie de stockage. Officiellement, l'argument mis en avant concerne les opérations en haute altitude, où les moteurs thermiques perdent en efficacité en raison de l'air raréfié. Mais l'intérêt réel va bien au-delà. Un mode électrique permettrait des déplacements presque silencieux sur de courtes distances, une accélération immédiate grâce au couple instantané, et surtout une réserve d'énergie indépendante pour alimenter en continu les systèmes électroniques embarqués. Cela ouvrirait la porte à une nouvelle génération de chars où l'énergie devient un multiplicateur de puissance aussi déterminant que le calibre du canon. À ce stade, Pékin ne publie ni fiche technique complète ni calendrier précis de production. Pourtant, la trajectoire est claire. Du type 99 initial aux versions modernisées intégrant protection active et système de conduite de tir avancé, chaque étape semble préparer l'intégration d'une architecture plus ambitieuse. La question n'est plus seulement de savoir si la Chine possède un char performant. Elle est de comprendre si elle s'apprête à transformer le concept même de char principal de bataille en plateforme énergétique et numérique capable de dominer l'environnement électronique du champ de bataille. Et si les tests hybrides aboutissent, l'Europe pourrait se retrouver face à une génération de blindés qu'elle n'avait pas anticipée. Lorsque les premières images détaillées du type 99A circulent parmi les analystes européens, l'attention ne se concentre plus uniquement sur son canon ou sur la forme de sa tourelle. Ce sont les excroissances discrètes aux angles, les capteurs supplémentaires, les modifications subtiles du châssis qui intriguent. Derrière ces détails se cache une transformation plus profonde, moins visible, mais potentiellement décisive. Le système de conduite de tir ISFCS-212 marque un tournant dans l'approche chinoise. Et il ne s'agit plus simplement de stabiliser une arme et de calculer une trajectoire. Le système intègre la détection automatique en infrarouge, l'identification de cibles à plusieurs kilomètres et la transmission instantanée des données au canon stabilisé sur 2 plans. La machine analyse, corrige et valide en une fraction de seconde. L'équipage devient superviseur d'un processus numérique qui réduit l'erreur humaine et accélère l'engagement. À cela s'ajoute l'intégration du radar millimétrique ST-16, conçu pour fonctionner dans des conditions météorologiques défavorables où les systèmes optiques classiques perdent en efficacité. Brouillard, poussière, nuit profonde ne constituent plus des obstacles absolus. Le blindé peut maintenir sa capacité de détection lorsque d'autres plateformes voient leur performance chuter. Sur un théâtre d'opération moderne, cette continuité sensorielle représente un avantage stratégique. Mais la dimension la plus sensible réside dans la protection active. Les 4 capteurs disposés autour de la tourelle surveillent l'espace en permanence. Lorsqu'un projectile anti-char est détecté, le calculateur central détermine sa trajectoire et déclenche un dispositif d'interception en une fraction de seconde. La réaction est automatique. L'objectif n'est plus seulement d'absorber le choc, mais d'empêcher qu'il se produise. Cette philosophie modifie la psychologie du combat blindé. La survie dépend désormais de la vitesse de traitement de l'information autant que de la résistance du blindage. Dans les conflits récents, les drones d'attaque et les munitions rôdeuses ont démontré qu'un char isolé pouvait devenir une cible vulnérable. Pékin semble avoir tiré des enseignements précis. Les versions les plus récentes du type 99A intègrent des capteurs capables de repérer des objets de petite taille évoluant à basse altitude. Combinés à des systèmes de brouillage électronique, ces équipements visent à perturber la navigation ou la transmission des engins ennemis avant même qu'ils n'atteignent la phase terminale d'attaque. Cette montée en complexité transforme progressivement le char en nœud technologique. Grâce au système C4ISR embarqué, l'équipage peut échanger des données avec d'autres unités terrestres, avec l'artillerie et avec des drones de reconnaissance. L'intégration au réseau de navigation par satellite Beidou permet un positionnement précis et une coordination en temps réel. Le blindé n'opère plus comme une entité isolée, mais comme un maillon d'une architecture interconnectée. Dans un tel environnement, la gestion de l'énergie devient cruciale. Chaque radar, chaque module de brouillage, chaque terminal de communication crypté consomme une puissance significative. La configuration traditionnelle, centrée sur un moteur thermique, impose des limites structurelles. Les ingénieurs chinois ont progressivement adapté l'arrière du châssis
et modifier certains éléments de refroidissement, laissant supposer la préparation d'une architecture plus flexible. Les observateurs ont noté des changements dans la disposition des panneaux et des grilles d'aération, suggérant l'intégration possible de nouveaux modules énergétiques. Si ces indices se confirment, le char ne serait plus uniquement alimenté par une chaîne mécanique classique, mais par un système capable de stocker et de redistribuer l'énergie selon les besoins opérationnels. Cela signifierait qu'en mode veille, les capteurs et les dispositifs de protection pourraient rester actifs sans nécessiter le fonctionnement constant du moteur principal. Une telle capacité offrirait un avantage tactique non négligeable. Un véhicule capable de surveiller son environnement tout en réduisant son empreinte thermique et sonore accroît ses chances de surprendre l'adversaire. Dans les opérations nocturnes ou dans des zones montagneuses, la discrétion peut faire basculer l'issue d'un affrontement. Parallèlement, le groupe industriel Norinco poursuit des programmes de modernisation sur d'autres plateformes comme le type 96A, le type 15 ou encore le VT4 destiné à l'exportation. Cette diversité de projets crée un laboratoire à grande échelle où les innovations peuvent être testées avant d'être déployées plus largement. La stratégie semble graduelle, mais cohérente. Chaque génération introduit des briques technologiques qui, assemblées, dessinent une évolution systémique. Toutefois, cette sophistication comporte des risques. L'ajout de couches électroniques et de systèmes automatisés augmente la dépendance aux logiciels et aux composants sensibles. La cybersécurité devient un enjeu majeur. Un char connecté à un réseau numérique doit être protégé non seulement contre les obus et les missiles, mais aussi contre les intrusions informatiques. Pékin investit donc dans des protocoles de communication sécurisés et dans la redondance des systèmes critiques afin de limiter la vulnérabilité. La question qui se pose désormais est celle de l'aboutissement. Ces modifications successives constituent-elles la préparation d'un saut technologique plus radical ou restent-elles des ajustements progressifs d'une plateforme éprouvée ? Les essais évoqués autour d'une propulsion hybride laissent penser que l'objectif dépasse la simple modernisation incrémentale. Il s'agirait d'augmenter la capacité énergétique globale du véhicule pour soutenir une nouvelle génération d'équipements. Si cette hypothèse se confirme, le type 99A ne serait qu'une étape intermédiaire. Derrière les capteurs, les radars et les dispositifs d'interception, une transformation silencieuse se prépare, visant à faire du char un centre mobile de puissance énergétique et informationnelle. Et c'est précisément là que l'inquiétude commence à gagner les cercles stratégiques européens, car une telle mutation ne se mesure pas uniquement en millimètres d'acier, mais en capacité à contrôler l'espace numérique et électromagnétique du champ de bataille. Les spéculations cessent d'être théoriques lorsque des clichés pris dans des zones d'essai en altitude montrent une configuration inhabituelle du compartiment moteur. La silhouette générale reste reconnaissable, mais l'arrière du véhicule présente des adaptations qui ne correspondent pas à une simple mise à niveau mécanique. Des ingénieurs militaires chinois travaillent depuis plusieurs années sur une architecture combinant moteur diesel, générateur électrique et batterie à haute capacité. Cette combinaison ne vise pas uniquement à améliorer l'autonomie, elle modifie l'équilibre interne de la machine. Dans une configuration hybride, le moteur thermique n'est plus l'unique source d'entraînement direct. Il peut fonctionner comme générateur, alimentant un système électrique qui redistribue l'énergie vers les moteurs de traction et vers l'ensemble des équipements embarqués. Cette dissociation entre production et utilisation transforme la gestion de la puissance. Le couple disponible devient instantané, sans latence liée à la montée en régime. Pour un blindé de plus de 50 tonnes, cette réactivité peut faire la différence lors d'un changement brutal de direction ou d'un franchissement complexe. Les essais en haute montagne ne sont pas anodins. À mesure que l'altitude augmente, la raréfaction de l'air réduit la performance des moteurs conventionnels. En intégrant une assistance électrique, la perte de rendement peut être compensée. Cela ouvre des perspectives opérationnelles dans des régions où la mobilité blindée était auparavant limitée. Les plateaux situés aux confins himalayens constituent un environnement exigeant et la capacité à manœuvrer efficacement dans ces conditions revêt une importance stratégique. La propulsion électrique apporte également un autre avantage rarement mis en avant dans les communiqués officiels, la gestion de la signature. Lorsqu'un véhicule lourd se déplace uniquement grâce à son moteur thermique, il génère une empreinte acoustique et thermique facilement repérable par des capteurs modernes. En mode électrique, sur une distance limitée, la réduction du bruit et des émissions de chaleur peut compliquer la détection.
Dans un contexte où la surveillance par drones et capteurs infrarouges est permanente, cette discrétion temporaire peut offrir une fenêtre tactique précieuse. Mais la véritable révolution réside dans la quantité d'énergie disponible à bord. Les batteries haute capacité développées par l'industrie chinoise pour le secteur civil offrent une base technologique adaptable au domaine militaire. En accumulant de l'énergie lorsque la situation le permet, le char peut ensuite alimenter simultanément radars, systèmes de contre-mesure, communication sécurisée et dispositifs de protection sans dépendre du régime moteur. Cette réserve énergétique indépendante permet d'envisager l'installation d'équipements plus gourmands en puissance que ceux traditionnellement embarqués. Des documents techniques évoquent la possibilité d'intégrer à terme des systèmes de neutralisation par impulsion électromagnétique ou des dispositifs laser de puissance accrue destinés à intercepter des drones à courte portée. Même si ces projets restent à un stade expérimental, la condition préalable demeure la même: disposer d'une plateforme capable de fournir un flux énergétique stable et élevé. L'architecture hybride devient alors un socle pour des évolutions futures qui dépassent le cadre du simple affrontement blindé classique. Cette transformation influe également sur la logistique. Une gestion plus efficace de la consommation peut allonger la durée d'opération entre deux ravitaillements. Dans des environnements difficiles d'accès, où les lignes d'approvisionnement sont vulnérables, chaque kilomètre supplémentaire parcouru sans dépendre immédiatement d'un convoi de carburant renforce l'autonomie tactique d'une unité. La capacité à récupérer de l'énergie et à optimiser son utilisation constitue un multiplicateur discret mais déterminant. Cependant, cette sophistication introduit des défis nouveaux. Les batteries doivent être protégées contre les chocs et les perforations. Un système de refroidissement adapté est indispensable pour éviter toute surchauffe lors d'une utilisation intensive. L'intégration de composants électriques haute tension exige des normes de sécurité renforcées et une formation spécifique des équipages et des équipes de maintenance. La fiabilité dans des conditions de combat reste une question cruciale, car une panne énergétique pourrait immobiliser une plateforme dépendante de ces systèmes électroniques. Les modifications observées sur certaines coques laissent penser que l'espace interne a été réorganisé pour accueillir ces éléments supplémentaires. La redistribution des masses doit préserver la stabilité et la capacité de franchissement. L'équilibre entre protection, mobilité et capacité énergétique devient un exercice d'ingénierie complexe. Chaque kilogramme ajouté doit être compensé par un gain fonctionnel tangible. Dans ce contexte, la doctrine évolue elle aussi. Un char doté d'une architecture hybride peut soutenir plus efficacement des opérations coordonnées avec des unités aériennes sans pilote et avec des systèmes d'artillerie connectés. En fournissant un point d'alimentation et de relais informationnel, il devient un pivot mobile au sein d'un dispositif élargi. L'accent se déplace progressivement du duel frontal vers la domination de l'environnement informationnel et énergétique. Les responsables européens observent ces développements avec attention. L'introduction d'une propulsion hybride dans un char principal de bataille ne constitue pas une simple innovation technique. Elle annonce un changement de paradigme. La plateforme blindée cesse d'être un instrument exclusivement cinétique pour devenir une base énergétique apte à soutenir une gamme élargie de fonctions. Reste à savoir si cette architecture passera du stade des essais à celui de la production en série. Les tests en conditions extrêmes, les ajustements successifs et les indices industriels suggèrent une volonté d'aboutir. Si la décision politique est prise, les premières unités équipées pourraient marquer l'entrée dans une nouvelle phase où la supériorité ne se mesurera plus seulement en puissance de feu, mais en capacité à alimenter et à contrôler un réseau complet de systèmes avancés. Et à ce moment précis, l'équilibre stratégique pourrait se déplacer sans qu'un seul coup de canon n'ait encore été tiré. Si la phase d'essai débouche sur une validation opérationnelle, la question ne sera plus technique, mais stratégique. Car une innovation isolée ne change rien tant qu'elle reste cantonnée à un terrain d'expérimentation. Ce qui compte, c'est le passage à l'échelle. Et c'est précisément sur ce point que les analystes européens concentrent désormais leur attention. La Chine dispose d'une base industrielle capable d'absorber rapidement une montée en cadence. Les chaînes de production qui ont déjà livré des séries successives de blindés modernisés pourraient être adaptées pour intégrer progressivement une nouvelle architecture énergétique. Cette méthode incrémentale permet d'éviter une rupture brutale tout en diffusant les innovations dans plusieurs brigades. Si cette stratégie est retenue, les premières unités hybrides pourraient coexister avec des versions antérieures,
créant un noyau de force doté de capacités élargies. Un tel scénario modifierait la planification militaire sur le continent européen. Les comparaisons traditionnelles entre modèles reposent encore largement sur la puissance de feu, la protection frontale et la mobilité. Or, une plateforme capable de soutenir des systèmes électroniques avancés sur la durée introduit un facteur supplémentaire difficile à quantifier. La capacité à maintenir en permanence un réseau de capteurs, de brouillage et de communication transforme l'environnement opérationnel sans nécessairement augmenter le nombre de chars déployés. Les états-majors occidentaux investissent déjà dans la modernisation de leurs propres blindés, mais l'intégration d'une propulsion combinée reste limitée à des programmes expérimentaux. Si la Chine franchit le seuil de la production en série, elle pourrait bénéficier d'une avance temporaire dans ce domaine précis. Cette avance ne se traduirait pas immédiatement par une supériorité numérique, mais par une différence qualitative susceptible d'influencer la conception des futurs programmes européens. La question du coût entre également en jeu. Un véhicule doté d'une architecture énergétique complexe implique des investissements supérieurs en composants électroniques, en systèmes de stockage et en dispositifs de contrôle. Pékin peut s'appuyer sur un secteur civil extrêmement développé dans le domaine des batteries et de la gestion de l'énergie. Cette synergie réduit des délais d'industrialisation et offre des économies d'échelle difficiles à reproduire ailleurs. Si la production bénéficie de cette infrastructure, le prix unitaire pourrait rester compétitif malgré la sophistication accrue. Cependant, la diffusion d'un tel blindé dans les forces régulières suppose une adaptation doctrinale. Les équipages devront maîtriser non seulement la conduite et le tir, mais aussi la gestion énergétique, la coordination numérique et l'exploitation de flux d'informations continus. Des centres d'entraînement chinois ont déjà intégré des simulateurs avancés afin d'habituer les soldats à des environnements saturés de données. Cette préparation vise à réduire le décalage entre la technologie disponible et la capacité réelle à l'utiliser efficacement. Sur le plan géopolitique, l'apparition d'une série hybride opérationnelle aurait un impact symbolique important. Elle signalerait que la Chine ne se contente plus de combler un retard technologique, mais qu'elle cherche à redéfinir certains standards. Dans un contexte de rivalité croissante entre grandes puissances, chaque innovation majeure devient un élément de communication stratégique. L'incertitude entourant les performances exactes entretient un effet dissuasif, car il est plus difficile de planifier face à un adversaire dont les capacités sont partiellement opaques. Les implications dépassent également le cadre asiatique. Si une version exportable voyait le jour à partir de cette architecture, certains pays partenaires pourraient être tentés d'adopter une plateforme combinant puissance conventionnelle et ressources énergétiques accrues. Cela modifierait l'équilibre des marchés internationaux de l'armement et exercerait une pression concurrentielle sur les constructeurs européens. Néanmoins, l'industrialisation d'une technologie complexe n'est jamais exempte de risques. Les chaînes logistiques doivent garantir la disponibilité de composants sensibles, et la maintenance sur le terrain exige des équipes formées à des systèmes électriques haute tension. Toute défaillance répétée pourrait ralentir le déploiement et limiter l'enthousiasme des décideurs. La robustesse en conditions réelles reste l'épreuve décisive. Des observateurs notent également que la modernisation des unités terrestres chinoises s'inscrit dans une transformation plus large des forces armées. L'accent est mis sur la rapidité de décision, la coordination interarmes et la capacité à agir dans des environnements numérisés. Dans cette perspective, un char capable de soutenir durablement des systèmes de détection et de contre-mesure devient un outil central plutôt qu'un simple vecteur de feu. Pour l'Europe, la réflexion ne porte plus uniquement sur la réponse à un modèle précis, mais sur l'évolution globale du combat terrestre. Si la propulsion hybride s'impose comme standard pour alimenter une nouvelle génération d'équipements, les programmes de modernisation devront intégrer cette dimension dès leur conception. Ignorer cette tendance reviendrait à accepter un décalage potentiel dans la prochaine décennie. À ce stade, aucune annonce officielle n'a confirmé une production massive. Pourtant, les indices accumulés, les essais répétés et l'alignement industriel suggèrent que la décision pourrait être prise à court ou moyen terme. Le moment clé ne sera pas la révélation d'un prototype, mais la signature d'un contrat de série et l'affectation des premières unités à des brigades opérationnelles. Lorsque cette étape sera franchie, l'équation stratégique changera silencieusement. Les comparaisons théoriques laisseront place à une réalité concrète, visible sur les terrains d'entraînement et potentiellement dans des zones de tension.
Et c'est précisément cette perspective qui alimente aujourd'hui l'inquiétude discrète de plusieurs capitales européennes. À mesure que les essais avancent et que les ajustements techniques se stabilisent, l'attention se déplace vers une étape décisive, celle où un programme expérimental cesse d'être un simple laboratoire roulant pour devenir un outil intégré dans la structure de combat. Ce basculement ne s'accompagne pas toujours d'annonces spectaculaires. Il se manifeste souvent par des commandes discrètes, par l'apparition de nouvelles lignes budgétaires et par la transformation progressive des unités d'entraînement. Dans les cercles spécialisés, une question domine désormais les discussions. Quand la première brigade recevra-t-elle officiellement une série complète équipée de cette architecture énergétique combinée? Car tant que l'innovation reste cantonnée à quelques prototypes, elle n'influence pas l'équilibre global. En revanche, dès qu'elle équipe une formation opérationnelle, elle devient un facteur stratégique tangible. Les planificateurs européens surveillent les rapports industriels et les images satellites des complexes de production. Une augmentation du volume de composants électriques lourds, une adaptation visible des chaînes d'assemblage, ou encore l'apparition de véhicules dotés d'une configuration identique sur plusieurs sites d'essai, seraient autant d'indices d'un passage à la phase suivante. Dans un contexte international marqué par la compétition technologique, chaque détail compte. Si le feu vert est donné, la diffusion pourrait suivre une logique progressive. Les unités les plus exposées ou situées dans des zones stratégiques recevraient en priorité les versions dotées de la nouvelle architecture. Ce choix permettrait de tester les performances dans des environnements exigeants, tout en envoyant un signal clair sur les intentions de modernisation. La combinaison d'une capacité cinétique éprouvée et d'un potentiel énergétique accru créerait une plateforme difficile à classer selon les critères traditionnels. L'impact psychologique d'un tel déploiement ne doit pas être sous-estimé. La perception d'une avance technologique peut influencer la planification adverse avant même qu'un affrontement n'ait lieu. Les doctrines sont ajustées en fonction des capacités supposées de l'autre camp. Si l'idée d'un blindé capable d'alimenter durablement des systèmes avancés s'impose, les stratégies défensives et offensives évolueront en conséquence. En parallèle, la question de la résilience demeure centrale. Une architecture complexe exige une logistique adaptée, des pièces de rechange spécifiques et une maintenance de haut niveau. Les autorités devront démontrer que la robustesse est au rendez-vous et que les performances observées lors des essais se confirment sur le long terme. Une série initiale servira de banc d'épreuves grandeur nature, où chaque panne et chaque succès seront scrutés avec attention. L'Europe, de son côté, accélère déjà certains programmes de modernisation. Les débats ne portent plus uniquement sur l'épaisseur du blindage ou sur la portée des munitions, mais sur la capacité à intégrer des systèmes énergétiques et électroniques de nouvelle génération. La transition vers un champ de bataille dominé par les données et par la maîtrise du spectre électromagnétique impose une réflexion plus large. Les ingénieurs et les décideurs doivent anticiper une évolution où la puissance brute ne suffit plus. Au cœur de cette transformation se trouve la notion de supériorité informationnelle. Un char capable de soutenir durablement des capteurs, des moyens de brouillage et des communications sécurisées devient un centre mobile de décision. Il peut contribuer à la coordination d'unités dispersées et réagir plus rapidement à une menace émergente. Cette capacité ne remplace pas la puissance de feu. Elle l'amplifie en réduisant le délai entre détection et action. Les prochains mois seront déterminants. Si les autorités chinoises officialisent l'entrée en service d'une série hybride, le message sera clair. La modernisation n'est plus théorique, elle devient réalité. Les images d'exercices impliquant ces véhicules, les démonstrations de manœuvres combinées et les déclarations institutionnelles constitueront autant d'indicateurs d'une nouvelle étape franchie. Pour l'instant, le suspense demeure. Les informations disponibles restent fragmentaires et les décisions finales ne sont pas rendues publiques. Cette incertitude alimente l'attention des observateurs et entretient une tension stratégique palpable. L'histoire montre que les ruptures technologiques ne s'annoncent pas toujours par un fracas spectaculaire, mais par une accumulation de signaux qui, mis bout à bout, dessinent une trajectoire irréversible. Si cette trajectoire se confirme, l'Europe devra adapter rapidement ses plans pour ne pas subir un décalage capacitaire. Le moment clé ne sera pas un discours, mais l'instant où les premières unités opérationnelles franchiront la ligne d'assemblage pour rejoindre une brigade prête au déploiement. À partir de là, l'équilibre des comparaisons théoriques basculera vers une réalité concrète.
Et c'est précisément cette perspective, celle d'un passage imminent du prototype au terrain, qui maintient aujourd'hui l'attention des stratèges européens suspendus à chaque indice venant de Pékin. Si cette analyse t'a captivé, laisse un like, partage ton avis en commentaire et abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines révélations sur les évolutions militaires qui redessinent l'équilibre mondial.